Bienvenue sur LNO10. Aujourd'hui, c'est un grand jour car c'est le lancement de mon reportage qui va se composer de plusieurs épisodes et qui s'intitule Les Efficaces. Dans cette série, on va s'intéresser à tout ce qui tourne autour des Jeux Olympiques et donc on va s'intéresser à de nombreux pays, par exemple sur les pays scandinaves, sur la France, sur les pays d'Amérique du Sud, etc., etc. Et je vais me concentrer sur la performance de ces pays, comprendre pourquoi ils performent dans certaines spécialités, etc. Le premier épisode, celui d'aujourd'hui, va se concentrer sur les pays d'Europe centrale et de l'Est qui performent de manière considérable depuis le début de l'histoire des Jeux Olympiques modernes. Et on va essayer de s'intéresser pourquoi, comment ces pays-là arrivent à un niveau aussi élevé alors que ce sont plutôt des petits pays qui n'ont pas énormément d'habitants par rapport à d'autres, etc. En fait, cette idée-là, elle est partie d'une carte. Une carte que j'ai vue sur internet lorsque je faisais des recherches sur les Jeux Olympiques. Et cette carte-là montrait les médailles olympiques proportionnellement à la population. Et c'est là que j'ai eu une révélation finalement, parce que j'ai comparé les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Chine, la Russie. J'ai déjà vu des différences considérables dans la proportion de population et la proportion de médailles ramenées. Mais j'ai surtout regardé ensuite les pays de l'Est, les pays d'Europe centrale, où il y avait des bulles énormes, parce que c'était une carte sous forme de bulles, et à ces endroits-là, il y avait des bulles énormes qui montraient que proportionnellement à la population, sur toute la planète, ce sont ces pays-là qui ramènent le plus de médailles dans l'histoire des Jeux Olympiques. Je me suis dit, mais c'est quand même fantastique, il faut en parler. Et donc, c'est pourquoi j'ai eu l'idée de faire ce podcast et j'ai donc commencé à faire des recherches il y a maintenant quelques mois sur ces questions-là. J'ai donc essayé de vous faire un petit reportage et une petite enquête avec les moyens que j'avais à disposition. Aujourd'hui, c'est un premier épisode sur les efficaces. Debout, sa santé. Le meilleur moyen de faire croire que tu connais tout, c'est de jamais avoir l'air étonné. Concentration. Plus rapide que la lumière. Je suis Flash McQueen. Il est hors concours celui-là. C'est comme ça depuis 1 heure, ça n'arrête pas. Dans ce premier épisode, on va se concentrer sur les pays d'Europe centrale et de l'Est, comme je vous l'ai dit précédemment, qui atteignent donc des résultats stupéfiants à l'échelle mondiale. Bien que la population de ces nations que nous allons citer vacille entre 2 et 15 millions d'habitants. Ici, nous allons parler de la Croatie, peuplée de seulement 4 millions d'habitants, avec son équipe de football, leur succès en water-polo, en Coupe Davis, au handball ou encore au basket. Ainsi que la Slovénie, avec 2 millions d'habitants, qui a des athlètes présents dans de très nombreuses disciplines, des succès en ski, en cyclisme, ainsi qu'au basket, avec notamment le succès de Luka Doncic par exemple. Si on reste sur le basket, on va parler de la Serbie, qui est aussi un très bon exemple, avec une médaille d'argent à la dernière Coupe du Monde, Jokic MVP et champion NBA, des victoires au water-polo, au volleyball, surtout au tennis avec Novak Djokovic, qui rend fier près de 7 millions de Serbes. En remontant un peu plus au nord, nous retrouvons la Hongrie, pays à part, avec une autre culture que ces pays slaves, mais qui réussit tout aussi bien dans le sport, voire mieux, avec de très bons classements au JO, pour un pays de seulement 10 millions d'habitants. On parle ici à chaque fois d'un minimum top 15 au classement des JO grâce à leur succès en water-polo, handball, escrime, aviron, natation, mais aussi un football en plein essor. Et encore plus au nord, en République tchèque, 10 millions d'habitants également, qui excellent au hockey sur glace, au ski, au volley ou encore au tennis et au football. Ces JO nous montrent bien la réussite de ces pays dans le sport mondial. C'est pourquoi on va se baser sur des statistiques sur les Jeux Olympiques, mais aussi bien sûr sur tout ce qui entoure le sport, en se basant sur les connaissances qu'on a déjà et en se basant sur les sportifs très connus de ces pays-là. Mais c'est vrai que pour vous montrer tout cet aspect-là, on va vraiment s'intéresser aux statistiques liées aux Jeux Olympiques. Parce que toi, tu as souvent l'air étonné. Ton défaut. Tu crois qu'il y a que les Russes et les Chinois? Ben oui, c'est étonnant, mais ça ne doit pas t'étonner. D'accord. Les JO, c'est quelque chose de très intéressant. Tout en haut, on a la Chine, la Russie, les États-Unis, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, des pays qui sont très hauts dans ce classement des médailles, mais qui n'ont pas du tout les mêmes cultures sportives et qui parfois
proportionnellement à leur population, ont des résultats dérisoires. Patrick Brontel, dans une interview dans Le Point en 2021, l'avait très bien souligné en disant que les médailles remportées ne préjugent en rien la culture sportive de masse. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et donc, par rapport aux grandes puissances démographiques mondiales, qu'on a citées précédemment, comme la Chine, la Russie, les États-Unis, ou même la Grande-Bretagne, ces pays, qu'on va appeler les efficaces durant tout le reportage, ces pays se démarquent, sont experts de la formation sportive, et en plus de ça, dans une multitude de sports. Tout au long du reportage, nous les appellerons les efficaces. Bien sûr, si on se base sur ce critère du ratio de médailles par habitant, il y a des pays qui sont meilleurs que ceux que je vous ai cités auparavant, comme la Jamaïque, les Bahamas, Malte. Mais ce qui fait la différence est que leurs médailles ne sont pas rapportées que par une discipline, comme dans ces pays-là, où ils sont spécialistes. Ici, les efficaces, comme j'aime les appeler, excellent dans une multitude de sports. Et c'est bien ça qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Surtout que la Jamaïque, les Bahamas, Malte, etc., ce sont des pays qui ont une très faible population, bien en dessous du million, alors que les pays efficaces ont quand même un minimum d'habitants. Ce constat-là, je vais essayer de vous l'expliquer par des faits et par des chiffres. L'indicateur le plus significatif est le nombre de médailles gagnées rapporté au nombre d'habitants. Le classement des médailles classiques est bien sûr une référence que tout le monde regarde durant les JO. Et tous les grands pays veulent en être au sommet. Mais si on regarde de plus près et que l'on calcule le nombre de médailles rapportées au nombre d'habitants d'un pays, c'est là que l'on constate l'excellence de ces efficaces. Par exemple, aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, la différence est flagrante. Les États-Unis rapportent une médaille tous les 3 millions d'habitants, la Russie environ tous les 2,5 millions, le Japon entre 2 et 3 millions, puis viennent la France et l'Allemagne qui font de 1,5 à 2 millions de médailles par habitant. Bien sûr, sans prendre l'exemple de la Chine qui ramène une médaille tous les 15 millions d'habitants. Maintenant, si on compare ces chiffres avec les efficaces, il y a une différence très flagrante. En 2021, lors des mêmes Jeux Olympiques, tous les efficaces sont sous la barre des 1 million de médailles par habitant, avec la plupart d'entre eux qui ramènent une médaille tous les 400 000 habitants, comme la Slovénie, la Hongrie, la Croatie, puis la Serbie qui est à une médaille tous les 700 000 habitants, et la République tchèque en dessous du million. On pourrait croire que ce n'est qu'une coïncidence ou bien juste une surprise, mais si on regarde ces chiffres sur les JO de 2008, 2012, 2016, même constat, avec plus ou moins les mêmes chiffres que je vous ai énoncés auparavant. Et puis si on regarde sur un laps de temps plus long, tous ces pays ont toujours été au top niveau dans de nombreuses disciplines depuis le début du XXe siècle. On peut aussi noter, par exemple, que la Hongrie est le 3e pays en nombre de médailles par habitant dans l'histoire des Jeux Olympiques modernes. En plus de ça, on voit bien qu'elle vient titiller le top 10 du tableau des médailles classiques à chaque Jeux Olympiques. Devant elle, il n'y a seulement... devant elle, dans ce classement, on retrouve la Finlande, qui fera office d'un 2e épisode sur la série des pays scandinaves, puis un autre tout petit pays qui est Malte, mais avec seulement 33 000 habitants, on ne peut pas vraiment comparer ces pays. Pour aller plus loin, on peut regarder un autre indicateur, le nombre d'athlètes envoyés pour 1 million d'habitants. Là aussi, les efficaces se démarquent. Ils envoient tous plus de 10 athlètes pour 1 million d'habitants. 25 athlètes pour la Slovénie, 11 pour la République tchèque, 17 pour la Hongrie, 14 pour la Croatie, 10 en Serbie. Et puis si on veut exagérer, on peut citer le Monténégro avec 52 athlètes pour 1 million d'habitants. Mais là, bien sûr, les proportions ne sont pas les mêmes, en sachant que la population du Monténégro est vraiment très faible. À titre de comparaison, la France envoie 5,8 athlètes par million d'habitants, le Japon 4 athlètes, la Grande-Bretagne 5,6 athlètes, et par exemple, la Chine envoie 0,3 athlètes par million d'habitants. Donc on voit quand même une différence nette, bien sûr, avec la Chine, ou même les USA qui envoient 1,9 athlètes pour 1 million d'habitants. Mais on voit déjà un gros gap quand même entre
la France, la Grande-Bretagne qui sont à 5, 6, face à des Hongrois, des Slovènes, des Croates qui sont à 17, 14, 25, ou même la République tchèque qui en envoie 10 par exemple, comme je vous l'ai dit juste avant. Outre ces chiffres que l'on a sur les Jeux Olympiques, qui est un indicateur vraiment très important, il faut dire qu'on peut constater tout ce niveau et toute cette réussite des efficaces dans le sport de tous les jours, dans le sport qui dure toute l'année, comme au football avec la Croatie, au basket avec la Serbie, la Slovénie, en athlétisme, en vélo pour la Slovénie aussi, pour la Hongrie où on voit en escrime, en natation, en aviron, en football. Donc ce sont des faits fascinants et cette réussite, cette formation de qualité, c'est un fait, c'est incontestable. Mais alors, qu'ont-ils de plus ? Que font-ils de plus ? C'est cette question-là qu'on va se poser aujourd'hui. On va essayer de comprendre, ça va être une grande réflexion autour de ça. Bien sûr, je suis conscient que ces pays sont très différents, sur différentes dynamiques, avec différentes politiques mises en place, mais dans le même temps, on retrouve aussi beaucoup de similitudes, que ce soit dans l'histoire ou en ce qui concerne les mentalités, la population. Surtout dans les pays d'Europe centrale et de l'Est, où le sport a toujours été quelque chose de très important et très développé, que ce soit depuis le début du XXe siècle, en passant par l'entre-deux-guerres et ensuite les régimes communistes, passés par ces pays qui ont eux aussi mis beaucoup l'accent sur le sport, puis même après la chute du mur, ces pays excellent et nous montrent encore aujourd'hui qu'ils sont toujours dans le coup et mettent à mal de grandes puissances dans de nombreuses disciplines. Alors, je suis conscient et je vous avertis qu'il n'y a pas de réponse universelle, et compte tenu des différences entre ces pays et de beaucoup de facteurs que j'oublie sûrement, je ne peux pas vous garantir que tout ce que je vais vous raconter est la raison de la réussite de ces pays. C'est surtout une réflexion que je vais essayer de mettre en place, je vais essayer de comprendre certaines choses, et bien sûr partir de faits, comme les faits que je vous ai énoncés par rapport aux Jeux Olympiques, etc. Et ensuite essayer de comprendre comment ça fonctionne, pourquoi il y a une telle réussite. Donc voilà, je ne prétends pas du tout avoir la science infuse dans ce domaine, la science exacte, mais voilà, essayer de comprendre comment tout ça se passe. Pour cela, j'ai bien sûr fait des recherches sur internet, dans des livres, etc. et sur déjà des connaissances, certaines connaissances que j'avais déjà. Mais j'ai aussi, pour ce questionnant et pour cette étude, recueilli des témoignages, à mon échelle bien sûr, avec des gens que je connaissais ou alors des personnes que j'ai contactées sur les réseaux sociaux. Mais j'ai quand même pu avoir un témoignage par exemple de Stéphane, un étudiant serbe qui vit en Serbie mais étudie en Autriche, donc qui va pouvoir faire une comparaison d'ailleurs entre ces deux pays et entre ce qu'il voit. Pour la comparaison, j'ai aussi contacté Dimitri qui vit au Monténégro mais qui fait ses études en France. Et donc là aussi, on va pouvoir voir cette comparaison. J'ai aussi eu l'occasion d'accéder au témoignage de Mark Luther, un journaliste hongrois pour le Nemzeti Sport, donc un journal national sur le sport, un quotidien national de sport. Enfin, pour la Slovénie, j'ai eu le témoignage de Klemen Jancic, un cycliste qui est entré dans l'ère professionnelle maintenant. Donc ça, c'était vraiment très enrichissant. Et enfin, j'ai aussi eu l'occasion d'interviewer Timon Drahonovski, un Tchèque, qui fait du skeleton et qui lui aussi est dans le monde professionnel. Donc pour répondre à cette question, pourquoi sont-ils si efficaces pour créer des champions, chercher des médailles, être présents dans les sports collectifs? Et bien pour ça, j'ai décidé de réfléchir sur 3 domaines qui pourraient nous donner un début de réponse. Ces 3 domaines sont l'école, la formation dans une première partie. Ensuite, la deuxième partie va s'intéresser à l'histoire et la culture sportive de ces pays. Et ensuite, nous verrons l'implication des États et peut-être des collectivités territoriales dans le sport, et en tout cas aussi sur l'aspect financier, l'aide des États et l'action des États et des gouvernements donc, pour le sport dans ces pays-là. C'est pourquoi d'ailleurs, lorsque j'ai interviewé toutes les personnes qui vont intervenir, bien sûr à travers ma parole, mais qui vont intervenir dans ce podcast, j'ai axé mes questions donc sur ces 3 thèmes-là. Et donc je vous propose de commencer ce reportage en commençant par l'école. C'est parti.
Je veux un salto arrière en sortie pour avoir la moyenne, ok? Benjamin, allez tu viens. Le grand Benji, là, le gaillard, lui montrer ce qu'il sait faire. Tu te rends compte, si j'avais pas redoublé l'année dernière, j'aurais pas vécu ça. Qu'il peut s'entraîner après la cantine entre 13h30 et 14h. Tout à fait. Très bonne nouvelle. Allons-y, concentration. Non, concentration. Vitesse. Pour trouver les clés de ce succès, je me suis donc intéressé en premier temps à l'école. Un lieu où toutes les futures pépites du sport passent, un lieu où la place du sport est très importante dans chaque pays efficace. On le sait, dans la grande majorité des cas, un sportif se façonne dès l'enfance. De nombreux professionnels commencent leur sport de prédilection très tôt, ou alors ont toujours fait du sport étant enfant. De plus, des enfants en bonne santé et sportifs, c'est primordial, et l'école joue un rôle très important là-dedans dans beaucoup de pays. L'école, un élément central de la formation sportive aussi, où les jeunes enfants vont se vouer à des vocations, se développer physiquement et mentalement, mais surtout une structure par laquelle tous les enfants passent, et qui permet donc de faciliter la tâche aux associations sportives en vue de la détection des jeunes talents. C'est le cas par exemple en Slovénie, où des tests physiques ont lieu tous les ans au sein de l'école, et ces résultats, on peut les voir en athlétisme avec la Slovénie qui réussit à envoyer de nombreux athlètes avec de très bons résultats à la clé. Alors que, je le rappelle, ils ne sont que 2 millions d'habitants dans le pays. Et je pense que ces résultats en athlétisme sont liés à ces tests physiques chaque année, parce que si on fait des tests physiques à tous les élèves chaque année, on pourra beaucoup mieux détecter les espoirs, on pourra beaucoup mieux détecter le potentiel de chacun, et donc les amener et les accompagner le plus rapidement possible. Je pense que la rapidité et le fait que plus on s'y met tôt, mieux c'est, dans certains sports, plus on se spécialise, mieux c'est, je pense que ça peut être quelque chose que ça peut être une piste très intéressante. Et par exemple, par rapport à ça, Klemen Jancic, notre cycliste slovène, nous dit la chose suivante. En Slovénie, tout dépend des écoles et des clubs dans lesquels vous êtes, mais généralement, il y a 3 fois 45 minutes en primaire et 6 fois dans le secondaire. Donc dans cette interview, Klemen a insisté pour dire que tout dépendait des écoles en Slovénie, que certaines insistaient plus que d'autres, mais on voit quand même que 3 fois 45 minutes et ensuite 6 fois 45 minutes dans le secondaire, c'est conséquent. Et consacrer 6 cours de sport dans une semaine, c'est énorme. Au début, je me suis dit, tiens, 45 minutes, c'est très peu, c'est pas évident, mais en y repensant, ça veut dire que dans la semaine, sur 5 jours d'école, il y a 6 créneaux qui sont consacrés au sport. Et ça, c'est quelque chose de rare, je pense. Et ça montre toute l'intention, toute la volonté de faire bouger les enfants. Et c'est beaucoup plus, par exemple, qu'en France ou dans d'autres pays. Et je pense que c'est une notion très importante aussi à prendre en compte. Par exemple, Stéphane de Serbie nous dit cela. Le sport est vraiment très populaire chez la jeune génération. Je ne dirais pas qu'on fait plus de sport dans les écoles serbes que dans d'autres pays, mais les jeunes adorent le sport et la compétition. Donc ici, c'est très intéressant ce que nous dit Stéphane. Il axe sur la compétition. Vous verrez qu'en Serbie, on va reparler de la compétition tout à l'heure, qui a un aspect très important. Si on continue, avec le Monténégro par exemple, Dimitri nous dit cela. Les premiers cours obligatoires sont vers 7 ans. En gros, le CE1 pour la France. Tu as des cours de sport à l'école, mais c'est comme en France. C'est pas violent, c'est du volley, de la gym, du ping-pong, si l'école a les moyens. Donc à ce niveau-là, pas de grande différence avec la France. Par contre, la période du 2e cycle, qui est l'équivalent du collège, ça change un petit peu, avec 3 heures de PS par semaine. Et tu as aussi des cours théoriques entre la 7e et 8e classe, à propos de l'importance de la nutrition, et sur le physique, le mental. Alors ici, c'est vraiment très intéressant ce que nous dit Dimitri, parce qu'on voit déjà, entre le collège et le lycée, qu'il y a des cours sur le physique, le mental et surtout la nutrition. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît très important, parce qu'on va déjà expliquer aux jeunes les effets de la nutrition, les effets, le mental, etc. Et ça, c'est des choses, ensuite, qui sont des éléments très importants dans la carrière d'un sportif professionnel. Et donc le fait d'apprendre cela à la majorité, ça nous montre bien déjà des choses où, par exemple, le Monténégro est en avance sur certains points, parce que ce sont des points très importants.
Ensuite, Dimitri continue. Il y a surtout de nombreuses compétitions intercollèges et lycées. L'équivalent de l'UNSS, sauf que c'est gratuit et que tu es pris en fonction de tes performances en début d'année. Il y a donc des compétitions de basket, de volley, de foot, de hand, etc. Et cela donne des notes complémentaires pour ton deuxième cycle. Alors ici, ça m'a fasciné, ce que nous a expliqué Dimitri, parce qu'on voit qu'au Monténégro, mais il m'a dit que c'était très ressemblant aussi à la Serbie, il y a des notes par rapport aux compétitions. Donc quand on va en compétition, ça rentre dans le contrôle continu. Et là aussi, ça nous montre tout cet aspect de compétition qui est très présent donc au Monténégro et sûrement en Serbie. Et d'ailleurs, Stéphane m'a confirmé ces notations et cette compétition qui vient très tôt. Et ça conditionne les enfants à être des compétiteurs. Et bien sûr, ça les oblige aussi à choisir un sport, à faire du sport et sûrement à se spécialiser aussi pour avoir la meilleure note, par exemple. En Hongrie, Mark Luther nous confirme que c'est à peu près le même système que dans ces pays-là et rejoint donc les autres exemples que j'ai cités, mais nous parle surtout du temps libre l'après-midi. Il a insisté sur ça et m'a expliqué que ce temps libre permet aux jeunes Hongrois de consacrer beaucoup de temps aux activités extrascolaires et donc bien sûr à de nombreuses disciplines sportives. Il nous explique aussi que l'offre universitaire par rapport au sport est très développée. Il y a de nombreuses facs de sport avec des spécialisations en sciences du sport et du corps, dans l'organisation sportive, etc. Et il nous parle aussi d'un accès très facile à la compétition avec directement beaucoup d'enjeux et des compétitions qui sont très vite nationalisées du fait aussi de la petite taille du pays, ce qui permet de concerner directement tous les jeunes. Quand il m'a expliqué cela, ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, il y a peut-être une piste de réflexion à avoir sur ça, et le fait que par exemple, en France, il y a beaucoup de compétitions qui sont d'abord bien sûr départementales, puis régionales, puis nationales, et moi je me suis dit, peut-être que certains athlètes avec un grand potentiel peuvent être bloqués dans ces compétitions-là, ne voyant pas l'accès aux compétitions nationales et donc n'étant pas peut-être aussi motivés ou alors ils n'engrangent pas assez d'expérience très jeune. Bon après, c'est discutable bien sûr, moi je trouve ça très intéressant, mais pour en avoir discuté avec certains amis, eux par exemple me disent que non, justement c'est très bien d'avoir cela, parce que si on passe le départemental et qu'on a le potentiel, bah, on va en régional, et si on va en régional, on va en national, donc c'est le plus fort qui monte. Mais moi je voulais juste, et c'est très intéressant, ils ont sûrement raison sur ce point, mais moi je voulais souligner le fait que parfois peut-être il n'y a pas assez d'expérience et de compétition assez jeune pour pouvoir ensuite avoir cette envie peut-être d'aller très très loin. Et ensuite, pour finir, en République tchèque, Timon Drahonovský nous dit la chose suivante. Dans les écoles primaires, 2 heures de sport par semaine sont généralement obligatoires, et il en va de même dans les écoles secondaires. Le sport est également obligatoire dans certaines universités. Tous les jeunes ne font pas de sport du haut niveau, mais je dirais que la plupart en font. J'ai vécu dans un village où la plupart des gens font du sport et bougent naturellement. Donc ici, ce témoignage nous montre que ce n'est pas seulement l'école qui incite au sport, mais tout simplement une habitude et une culture de faire autant de sport dès l'enfance, avec beaucoup de variétés de sports proposés. C'est ce qu'on va voir bien sûr dans la deuxième partie ensuite, quand on parlera de l'histoire et de la culture de ces pays. Et donc, par rapport à ces témoignages, je peux aussi ajouter donc, que ces activités sportives jouent un rôle important dans ces pays grâce à la configuration des journées, avec dans la majorité des cas des journées qui ne vont pas au-delà de 16 heures, et donc un temps l'après-midi consacré aux activités extrascolaires, comme le sport. Et c'est d'ailleurs le cas, par exemple, en Scandinavie d'ailleurs. Avec ça, on rejoint une deuxième partie, sur la formation et les méthodes utilisées, car c'est cette compétition qui est recherchée, cette émulation, qui va non seulement forger et créer des athlètes, mais surtout les conditionner à la victoire, vouloir aller encore plus haut que les autres. Donc maintenant que les enfants ont fait du sport dès l'enfance, ont choisi leur voie, fait de la compétition et peut-être été repérés par des grands clubs, place à la formation, le passage le plus important pour devenir un grand champion. C'est décidé, je vais devenir pro. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Très bien, je vais essayer. Non, n'essaie pas. Fais-le.
ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai. On n'est pas le meilleur quand on le croit, mais quand on le sait. La formation est l'élément primordial qui façonne le sportif de haut niveau dans sa mentalité. C'est-à-dire la manière dont il va aborder sa carrière, sa manière de s'entraîner, puis sa manière de jouer sur le terrain. Mais aussi façonner son jeu, dans sa technique, sa stratégie, et puis enfin c'est le moment où l'athlète se construit physiquement, devient plus ou moins puissant, agile, mobile. La formation, c'est aussi le moment où l'on apprend à s'alimenter, à se reposer. Dans ces pays efficaces, tous ces aspects sont très développés, avec beaucoup d'accompagnement selon les clubs, etc. Par exemple, comme on va le voir aussi par la suite, beaucoup de clubs sont omnisports, ce qui permet un mélange de savoir, un mélange de compétences, un mélange de savoir-faire, une sorte de collaboration XXL qui amène vers la performance, qui amène vers l'émulation. On pourrait voir de ces clubs omnisports, si je peux faire une parenthèse, une trace des régimes communistes qui ont beaucoup insisté dans la réussite sportive de ces pays, ce qui est vrai, mais une grande part des clubs omnisports des pays d'Europe centrale et de l'Est ont été créés au début du XXe siècle. Si on revient sur cette formation, l'apprentissage et le fait que certains pays soient spécialisés, c'est une question d'héritage, de passation de savoir, car c'est le savoir-faire des coachs, des éducateurs et des managers qui ajoutent en fait une plus-value par rapport aux autres pays, et c'est là que commence la vague, avec des meilleures performances techniquement, physiquement, donc de meilleurs résultats, ce qui entraîne des vocations chez les jeunes qui voudront en masse faire ce sport et seront entraînés par les anciens champions qui ont repris le flambeau, etc., etc. Et ça, on peut le constater dans de nombreux pays sur la planète qui ont une spécialité, ou plusieurs, comme c'est le cas dans ces pays efficaces, où la formation est à un niveau exceptionnel. Si je peux vous donner un exemple concret, au début du mois, j'étais bénévole à l'Open Super 12, une compétition de tennis pour les moins de 12 ans, qui a une renommée mondiale, qui est une des plus grandes compétitions de tennis junior dans le monde. Donc, cette compétition s'est jouée à Auray, en Bretagne, et j'ai pu de suite constater ce phénomène, avec les joueuses de tennis qui venaient pour la plupart des pays slaves. On le sait déjà, sur le circuit WTA, les joueuses slaves dominent complètement le classement. Eh bien, ce n'est pas prêt de s'arrêter, puisque là aussi, chez les futures pépites, c'est chez ces juniors, qui sont les futurs tenniswomen de notre ère, eh bien, sur les 4 demi-finalistes, 4 étaient slaves. C'est juste fascinant de voir que ça, bien sûr, ça commence très jeune, elles sont pour certaines accompagnées par des coachs, pour d'autres par leurs parents, car elles ont quand même encore 10, 11, 12 ans. Et c'est super intéressant de voir que, voilà, c'est tout le savoir-faire qui est là, et toute cette culture aussi, du fait que c'est un sport très populaire dans ces pays-là, surtout dans le secteur féminin, et donc ça continue, c'est un engrenage infini. Et évidemment, cette formation, elle est liée à la culture. Ce sont deux choses qui se rejoignent, car un pays qui culturellement, si on garde l'exemple du tennis, performe dans ce sport, eh bien, les gens vont s'y intéresser, vont y jouer, vont performer et vont investir dedans. Donc maintenant, passons à l'histoire et à la culture de ces pays efficaces. Toute une armée de mes compatriotes, réunis en défiance de la tyrannie. Mais comment garder votre liberté? Il faut se battre! Et là, normalement, il faut une citation latine, mais on n'est pas. C'est notre culture. Je pense que l'histoire et la culture, c'est un des indicateurs les plus importants de ce reportage. Avec certains passages que je viens de vous citer, quand on parlait de l'école, on a déjà pu constater la place culturelle du sport dans ces pays et la place donnée à cela dès l'enfance. Le sport laisse place au rêve, à l'épanouissement, et ces jeunes ont tous envie d'y goûter. C'est un passage obligé par l'école, mais qui se développe ensuite dans le milieu associatif, avec une multitude de sports pratiqués. En République tchèque, par exemple, Timon Drahonovský nous relate la chose suivante. Je me souviens de mon enfance où je pratiquais la natation, l'athlétisme, la gym, le basket et l'escalade. Mes amis, eux, jouaient au foot, au tennis, au handball, au volley, au hockey. En gros, la plupart des sports de base auxquels on peut penser. Et donc ici, par cette citation, je vais vous montrer tout simplement la multiplicité des sports effectués dans sa jeunesse, et donc dans la jeunesse de nombreux Tchèques, mais sûrement de nombreux Hongrois, Serbes, etc. C'est vraiment une multiplicité qu'on ne remarque sûrement pas ailleurs, et il l'a vraiment dit de façon banale à la fin, en disant que ce sont tous des sports de base. Pour beaucoup, en France,
d'après mon expérience personnelle, le sport est parfois une corvée, alors que dans ces pays-là, le sport fait partie de l'amusement et surtout chez les jeunes. Stéphane de Serbie m'en a beaucoup parlé, en disant que contrairement à d'autres pays, il y a vraiment le fait que les jeunes, quand ils sortent souvent pour but de faire du sport. Bien sûr, autour de cela, ils s'amusent, etc. Mais souvent, les sorties sont tournées autour de cela. Et le sport est beaucoup plus présent dans le quotidien des jeunes, et donc est le but de nombreuses sorties en groupe. Si vous voulez, pour illustrer cette idée, je peux vous citer les paroles de Dimitri, qui sont assez crues, mais qui sont tout de même intéressantes. Hein. Je vais vous citer tout cela tout de suite. Il dit cela. Par rapport à ce que j'ai pu voir, pour l'activité physique des jeunes, tu trouveras beaucoup plus de jeunes se faire des parties de water-polo, de basket 3 contre 3 ou de beach volley, ou des mecs avec leur meilleur bonnet de bain qui longent la plage à la nage au Monténégro, qu'en France, où j'ai l'impression que les ados ou les jeunes adultes se contentent de se bourrer la gueule et écouter de la musique fort. Donc voilà pour la citation de Dimitri, qui est assez crue, mais qui nous montre une vision totalement différente, sûrement, de la culture sportive des jeunes générations. Maintenant, il ne faut pas non plus généraliser ces cas-là, il y a beaucoup de jeunes qui font du sport en France, mais c'est sûrement quand même un baromètre et une information qui peut être intéressante. En Hongrie, par exemple, Marc Luther nous dit la chose suivante. En Hongrie, le sport a une grande importance dans toutes les classes d'âge. On peut prendre l'exemple des sports d'eau qui sont massivement pratiqués avec de très nombreuses piscines, stations thermales, parcs aquatiques, mais aussi les fleuves du Danube et de la Tisa, et surtout le lac Balaton, un des plus grands lacs d'Europe. Tout au long de l'année, et surtout l'été, les Hongrois passent leur temps dans l'eau. Les sports d'eau sont vraiment des sports très importants chez nous, comme le water-polo, la natation, l'aviron, etc. Et oui, par ces phrases, Marc Luther nous montre bien encore l'aspect culturel, car c'est vrai qu'en Hongrie, les sports d'eau ont une importance très, très importante. C'est un pays enclavé, sans mer, mais qui en fait chavirer plus d'un en termes de résultats. Cette culture aquatique, c'est quoi ? C'est un champion olympique en titre de voile qui est hongrois. Une championne d'Europe en titre de voile est hongroise. D'innombrables médailles d'or au JO en aviron et en canoë-kayak, le plus gros palmarès du monde en water-polo, des médailles d'or successives à chaque JO de natation et des records du monde dans tous les classements. C'est vraiment quelque chose d'énorme en Hongrie, et bien sûr, il y a d'innombrables autres sports en Hongrie qui sont très développés, mais c'est vrai que les sports aquatiques ont une importance considérable. Si on reste sur cette culture, Stéphane de Serbie nous dit la chose suivante. Les gens regardent beaucoup plus de sports qu'à l'ouest de l'Europe, et ils sont beaucoup plus informés sur des sports qui ne sont pas très connus. Et ici, ça nous montre bien aussi l'intérêt que portent les populations aux sportifs et à tout type de sportifs. Parce qu'on peut ajouter que la place des sportifs est complètement différente chez ces pays efficaces. Et c'est un fait que m'ont confirmé presque toutes les personnes qui témoignent dans ce reportage. Des nageurs, des coureurs de triathlon, des escrimeurs sont de véritables stars nationales, autour desquelles les médias s'agitent à chaque nouvelle. Par exemple, Marc Luther nous parle de ce nageur hongrois, Mila Klistov, qui n'a pas repris l'entraînement tout de suite pour les JO 2024, lui qui est champion olympique en titre de 200 mètres papillon, et il nous dit cela. Il n'avait pas repris l'entraînement depuis des mois. On sait que c'est quelque chose qui se vend, que tout le monde s'y intéresse. Depuis 5 mois, on écrit des articles sur Mila Klistov qui va reprendre ou non l'entraînement. Et ça nous montre bien toute la starification de certains sportifs qui dans d'autres pays seraient totalement inconnus. Être champion olympique dans ces pays-là, c'est devenir aussi une star nationale. Cela en plus des footballeurs et des basketteurs qui sont bien entendu très connus. Et ça je ne le savais pas du tout, et le cycliste slovène Klemen Jancic nous dit qu'il y a un jour férié en Slovénie qui honore le sport. C'est le 23 septembre, la journée du sport slovène. Encore une fois, ça nous montre tout cet aspect culturel que nous souligne d'ailleurs le Tchèque Timon Drahonovski, qui nous parle de l'éducation sur l'histoire sportive des enfants. Je cite « Enfin, l'histoire du sport. Je suis convaincu que notre histoire compte de nombreuses légendes du sport qui sont mises en lumière ici, dont nous sommes dûment fiers, que nous enseignons aussi dans les écoles aux enfants. Par exemple, Vera Kaslavska, Emil Zapotek, Martina Sablikova, Esther Ledeka, Dominik Hazek
et aussi une longue liste d'excellents joueurs de tennis tchèques, par exemple Petra Kvitova, Pliskova. Et il y a aussi Miroslav Tirs, le fondateur de la plus grande association sportive de la République tchèque. Tous ces personnages, nous les apprenons à l'école. Et ici, j'étais vraiment étonné par les dires de Timon Daunowski de voir que finalement, il y avait pratiquement des cours de l'histoire du sport à l'école. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose de très intéressant parce que, encore une fois, ça peut générer des vocations, de l'admiration et bien sûr apprendre aux élèves aussi des valeurs très importantes qui bien sûr sont en orbite autour du sport. Les valeurs de respect, les valeurs de courage, de combativité, les valeurs aussi de compassion, etc., etc. Bien sûr, cette culture, elle est liée à l'histoire de ces pays, c'est incontestable. On pourrait immédiatement penser au communisme, un facteur qui a sûrement accentué une réussite sportive déjà bien présente dans ces pays, avant l'arrivée de ces régimes, avec déjà au début du XXe siècle. Ces pays étaient déjà excellents dans une multitude de sports. C'est donc dû à une culture sportive déjà très forte à cette époque, mais aussi dû à un fonctionnement particulier. Dans de nombreux cas, comme on l'a déjà noté précédemment, les clubs sont omnisports et de nombreux d'entre eux sont créés au début du XXe siècle. Ce qui offre un grand choix, de la concurrence, des transferts de savoir et de compétences. Puis est venu en effet après la Seconde Guerre mondiale l'URSS ou les régimes communistes satellites sous influence de ce dernier. Ce régime a donc beaucoup investi dans le sport pour l'image du bloc de l'Est en général. Cet investissement a pris d'énormes proportions dans la construction d'infrastructures, l'accompagnement des athlètes. Cependant, plus on se rapprochait de la chute de l'URSS, plus les sommes d'argent accordées au sport s'atténuaient. Voilà, depuis le début du XXe siècle, comme on l'a dit, ces pays étaient au top niveau déjà. Et comme nous dit Marc Hulter, en Hongrie par exemple, c'était une manière de rester fier de son pays après des moments difficiles. Parce que même avant le communisme, tous ces pays-là, ces efficaces, ont connu des époques compliquées, etc. Si on veut se concentrer sur les régimes communistes qui ont énormément investi, bien sûr, comme je vous l'ai dit, pour l'image, on peut se pencher par exemple sur la Yougoslavie, dans lequel, bien sûr, faisait partie l'actuelle Croatie, Serbie, Monténégro, Bosnie, Slovénie et Macédoine du Nord, des pays dont on a déjà beaucoup parlé pour certains. L'État a énormément investi, surtout dès le départ où les clubs de sport qui sont déjà en place servaient de lieu de résistance face aux socialistes en promouvant des idées plutôt nationalistes. C'est pourquoi les communistes ont créé de nouveaux clubs qui seront et sont encore des piliers du sport dans ces territoires. Je parle ici de l'Étoile Rouge de Belgrade, du Dinamo Zagreb, du Partizan Belgrade, etc. Et ces clubs, par exemple, Dimitri et Stéphane m'en ont parlé. Dimitri dit la chose suivante. Au Monténégro, le club qui a été créé, c'est le Budućnost Titograd. En gros, jusqu'à l'éclatement du pays, le club est un petit peu l'équivalent d'un énorme centre à venir ou de formation pour les jeunes de tout le pays, peu importe d'où ils viennent. Puis après, quand ils dépassent la majorité, ils partent dans d'autres gros clubs du pays. Donc ici, là, ce que nous dit Dimitri, c'est super intéressant, parce que ça nous montre vraiment ce côté omnisport et ce côté usine à champions qu'on vient ensuite transférer un peu partout. Il continue ensuite avec cela. En Yougoslavie, il y avait un financement de l'État évident sur des athlètes pour qu'ils performent aux JO ou aux Coupes du Monde, surtout au basket qui était le sport national. Et même par exemple dans la jeunesse de ma mère, elle était obligée de pratiquer 2 sports ou artistiques qui étaient payés par l'État. Ensuite, c'était plus compliqué économiquement à partir des années 70, donc il y a eu beaucoup moins d'investissement dans le sport. Et là, c'est vraiment tout aussi intéressant ce que nous dit Dimitri, avec le sport qui a été payé par l'État, comme il nous le dit, et aussi tous ces financements pour les Jeux Olympiques, pour la Coupe du Monde, avec en effet, par exemple, la Yougoslavie qui, au basket, écrasait tout le monde sur son passage. Donc c'est vraiment un superbe exemple sur cette époque communiste qu'ont vécu la majorité de ces pays efficaces. Et pour rester sur la Yougoslavie, Stéphane nous dit aussi quelque chose de très important. La situation économique de la Serbie peut également jouer un rôle, car après l'éclatement de la Serbie, l'époque des guerres entre 90 et 2000 a été quelque chose de très difficile, et tous les grands sportifs serbes que nous connaissons aujourd'hui sont nés à cette époque. Pour de nombreux pauvres, le seul moyen de se sortir de la pauvreté est de réussir une carrière sportive.
En particulier, comme je l'ai dit, après les guerres de Yougoslavie qui n'ont pas duré longtemps. De nombreuses personnes, même dans la classe moyenne, n'avaient pas d'autre choix que le sport en raison de la situation économique catastrophique. Il y a bien sûr l'effet domino aussi de ces athlètes qui développent ensuite le sport, comme Novak Djokovic par exemple, qui connaît un tel succès que le tennis est devenu beaucoup plus populaire en Serbie et qu'il a construit énormément d'infrastructures. Donc ici, voilà, Stéphane nous montre aussi l'aspect économique des choses, le fait que la population, que le sport est un espoir pour la population et que avoir passé des moments difficiles est aussi une source de motivation, d'espoir pour tout simplement devenir heureux, mais surtout devenir prospère économiquement. Et si l'on s'attarde sur notre époque, on voit bien sûr que cette culture est liée à l'histoire de ces pays. C'est un fait. Des pays qui ont souvent traversé des périodes difficiles, des périodes où ils étaient plus ou moins libres, et où l'identité nationale était entachée. Cette identité nationale, c'est quelque chose de très important. Ce sont des petits pays qui subissent souvent un complexe d'infériorité, mais qui se sentent grands par leur histoire, car ils s'en sont tous sortis. Et le sport est une clé pour prouver cela. C'est pourquoi il y a souvent une très grande volonté de représenter et rendre fier son pays à travers ses résultats. C'est aussi une manière d'écrire l'histoire de son pays, et s'imposer, montrer sa puissance face à des plus gros pays, plus grandes puissances. Par exemple, la victoire de la Serbie au championnat du monde de basket, où ils sont arrivés jusqu'en finale, où ils ont battu de grandes nations, les nageurs, les footballeurs hongrois qui battent de grandes nations, le Monténégro qui est présent dans beaucoup de compétitions internationales, la Slovénie en cyclisme, au basket, en athlétisme, la République tchèque qui envoie des tennisman et des tenniswomen sur toute la planète, en cyclisme et dans de nombreux autres sports. Cela est donc une fierté, une vague positive dans le pays, qu'ont bien compris certains gouvernements, et qui investissent donc beaucoup dans le sport. Cela nous amène à la dernière partie de cette réflexion, le budget et l'investissement des États dans le sport. On a les droits. Ouh là 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 là. Et pour pas cher à mon avis, il a marché. Il a marché à fond, le gars. Toujours de l'argent. Il semble-t-il dans toute chose à dire de l'argent, de l'argent, de l'argent. Vous savez, l'argent, ça va, ça vient, il faut que ça circule. Est-ce que vous savez ce qu'est le produit intérieur brut? C'est la somme de tout l'argent Je dépensé. sais ce qu'est le produit intérieur brut, Jonah. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. C'est une question essentielle. Je pense que beaucoup de choses se jouent là. Il faut avoir une vision sur la longue durée pour atteindre ces résultats conséquents et que cette réussite continue. Des investissements durables ont donc été faits depuis le début du XXe siècle et beaucoup de gouvernements de ces pays ont compris l'enjeu économique, l'enjeu politique, l'enjeu aussi social du sport et donc investissent aussi et vont continuer à développer tout cela. C'est d'abord un enjeu économique dans les revenus qu'il génère pour l'État. Et de plus en plus, tout comme l'emploi sportif, qui a progressé d'environ 60% durant la dernière décennie. Il y a vraiment une économie du sport qui se développe de plus en plus, à l'image du football bien sûr, où tout le monde sait que les salaires augmentent énormément, les sponsors, tout cela. Mais c'est vraiment quelque chose de général. Dans tout cela, il y a bien sûr l'État qui investit beaucoup, et chez ces États efficaces, l'État investit plus que, par exemple, dans certains pays à l'ouest de l'Europe ou dans d'autres pays sur la planète. Alors, la différence n'est pas aussi flagrante qu'on pourrait le croire, ça ne dépasse pas 1% ou 2% de plus du PIB, mais il y a quand même, par exemple, en Hongrie, une grande part par rapport à la moyenne européenne, en Hongrie, en Serbie, mais aussi en Slovénie, quand même une grande part des financements sportifs qui est donnée par l'État, mais aussi donc par les collectivités territoriales, les collectivités locales qui jouent un rôle très important aussi dans le financement du sport. En France, on sait que ça c'est une grande partie du budget français, du budget sportif français, c'est les collectivités territoriales. Et bien là aussi, dans ces pays efficaces, ça prend une place très très importante. Et puis bien sûr, ensuite, il y a aussi des financements privés ou alors les lotos nationaux. Et tout cela est bien sûr très important. Et d'ailleurs, ce qu'on peut noter aussi par rapport à ces pays efficaces, après la chute des régimes communistes, il y a bien sûr eu une chute aussi des investissements dans le sport. Et donc, il fallait se relever de cela, et la refondation et la réutilisation a dû passer
par une multitude d'acteurs très différents qui ont beaucoup investi pour refonder tout ce système sportif et qui donc aujourd'hui investissent encore beaucoup, ce qui fait qu'il y a beaucoup de financements différents et donc un sport qui vit encore beaucoup là-bas avec beaucoup d'idées, beaucoup de ces différents financements forment une sorte de grand brainstorming qui fait que les financements privés, les financements territoriaux, les financements de l'État veulent voir une progression et une fusion de plusieurs idées. Donc je ne sais pas comment trop expliquer cela, mais ça forme une espèce d'entonnoir vers la progression. Et puis, l'investissement dans le sport, c'est aussi l'organisation de compétitions, qui est une sorte de vitrine aussi pour le pays hôte aujourd'hui et va entraîner des vocations aussi chez les jeunes générations. Par exemple, comme je l'ai vu avec Mark Luther, on en a beaucoup discuté, l'investissement hongrois dans le sport est énorme, dans la construction d'infrastructures, avec de nombreux stades de foot, grands stades de foot avec la Puskás Arena, qui a accueilli l'Euro d'ailleurs en 2021, dans la construction de piscines, dans la construction de grandes salles omnisports, par exemple la grande salle de handball aussi, qui a été faite pour l'Euro féminin il y a 2 ans. Donc dans ces constructions, mais aussi dans l'aide financière des sportifs, mais aussi dans l'organisation de grands événements. Rien que sur les 5 dernières années, en Hongrie, il y a eu des championnats du monde de judo, des championnats du monde d'athlétisme, des championnats du monde de natation, des championnats du monde d'escrime, l'Euro 2021 de football, le départ du Giro 2022, l'incontournable Hungaroring en Formule 1 qui a prolongé son contrat jusque dans les années 2030, ou encore des finales d'Europa League, etc. Mark Luther nous dit d'ailleurs qu'il voit tout cela dans la rue, avec des infrastructures qui sont fantastiques, mais aussi à la télé, où il y a une chaîne publique de sport qui diffuse pratiquement tous les sports où des Hongrois performent. On retrouve ces mêmes investissements en Serbie. Stéphane nous dit qu'il y a aussi beaucoup d'investissements de la part des sportifs professionnels dans les infrastructures serbes. Par exemple, Novak Djokovic a massivement investi dans la construction de courts de tennis là-bas. Comme en Slovénie et en République tchèque, où les anciens sportifs jouent un rôle important dans le monde associatif, dans le développement de ces sports. C'est pourquoi les États jouent un rôle très important dans l'économie du sport national, mais il y a un enjeu très important aussi, c'est la société, c'est la fierté, etc. Et il y a beaucoup d'investissements aussi parce que les gouvernements voient que le sport est quelque chose qui rassemble, le sport est quelque chose qui rend fier la société, qui rend fier les habitants, une fierté nationale donc, qui est un élément central pour certains gouvernements après des périodes difficiles, ou alors des périodes qui sont économiquement instables, aujourd'hui par exemple avec la guerre en Ukraine, avec la crise du Covid, et donc le sport peut aussi être une façon de fédérer les habitants les uns aux autres et de les unir, etc. C'est bien sûr un enjeu qui était très utilisé, le sport, dans les régimes avant, mais qui est toujours utilisé aujourd'hui et qui sera toujours utilisé dans tout type de régime et tout type de gouvernement, parce que le sport, c'est quelque chose d'universel, qui a une force énorme et qui est parfois utilisé dans le bon sens, parfois dans le mauvais sens, mais qui a quand même beaucoup plus de bienfaits que d'effets négatifs sur une société. Et donc cette réussite est sûrement le fruit d'une vision sur le long terme de la part de certains clubs, gouvernements et mécènes qui investissent dans le sport, qui en ont compris les intérêts, qui en ont compris les enjeux, qui en ont compris aussi les effets positifs, et qui vont donc développer des infrastructures, financer des athlètes, créer des associations, créer des événements pour la société, pour l'économie, pour le pays, et pour une société sportive tout simplement. On en a terminé avec ces 3 parties, ces 3 thèmes sur lesquels je voulais me concentrer. Je pense qu'on a fait à peu près le tour et qu'on a vu tous les enjeux importants concernant l'école, qui est un passage obligé, où il y a dans ces pays efficaces, comme on l'a vu, beaucoup de compétitions, beaucoup de sélections, et où le sport est vraiment mis sur un piédestal et a vraiment une place très importante, et où il y a beaucoup de temps aussi consacré à cela. On a ensuite vu que tout cela est lié à une culture et à une histoire complexe, une culture où le sport a une très grande importance, où on voit que de petits athlètes peuvent être des grandes stars, où les gens s'y intéressent beaucoup, et une histoire compliquée, souvent difficile, où le sport a
toujours eu une place très importante, que ce soit dans l'investissement des gouvernements ou chez les populations, qui voyaient par le sport une façon de s'exprimer, une façon de faire ressurgir une fierté nationale, un attachement national. Cette culture, cette histoire a aussi des effets sur les champions d'aujourd'hui, qui ont souvent vécu des moments économiques difficiles et qui, par le sport, ont un espoir de s'en sortir. Et bien sûr, cette culture, cette histoire, cette formation nous amène vers des résultats très hauts que les gouvernements d'aujourd'hui essayent d'encore plus développer et de continuer tout cela dans une vision longue de la réussite sportive de ces pays, car ils ont compris les enjeux politiques et économiques, sociaux autour du sport. Donc voilà les pistes de réflexion sur lesquelles on a travaillé, et grâce aux superbes témoignages aussi que j'ai eu de la part de tous les intervenants, que j'ai cités avec exactitude, et j'espère qu'ils seront satisfaits aussi des éléments que j'ai retirés de ces interviews qui étaient plutôt longues. Voilà, j'aimerais noter tout de même que je ne suis pas un expert du sport, je suis juste quelqu'un qui s'y intéresse énormément, qui est passionné par cela, et qui a essayé de trouver des pistes de réflexion pour comprendre comment ça se fait. Et je vous le rappelle que ces pays-là ont de meilleurs résultats aux Jeux Olympiques que les grands pays que l'on voit souvent en haut du classement des médailles. Je ne remets pas non plus en question le travail remarquable qui est fait en France, que le travail remarquable qui est fait aux États-Unis, etc., ou en Grande-Bretagne, parce qu'en effet, il y a d'énormes choses qui ont été faites. Bien sûr, d'un autre côté, il y a aussi beaucoup de choses qui pourraient être remises sur la table et rediscutées par rapport à l'investissement sportif en France. Un investissement qui n'est pas seulement économique, qui est dans l'envie, dans l'envie et dans la vision de continuer à faire de la France un grand pays du sport. Voilà. Peut-être que j'en discuterai et j'en parlerai dans un futur épisode de cette série sur les efficaces. Peut-être que beaucoup de données nous échappent, que ces succès restent mystérieux, mais je pense qu'à travers ce reportage, j'ai quand même appuyé sur certains points importants et intéressants qui nous donnent des clés de compréhension sur ces réussites et ce niveau que peuvent garder ces pays. On a vu que beaucoup de choses sont liées au passé historique, au travail qui a été fait au XXe siècle, lié à la culture sportive qui est très marquée dans ces pays, on l'a vu. Et maintenant pour le futur, si on parle de vision, les États ont bien pris le relais depuis le début des années 2000 et continuent à investir pour continuer en ce sens. Et donc les aspects que j'ai soulignés tout au long de ce podcast, la formation, l'école, la culture, l'investissement, l'histoire, ce sont des facteurs qui sont liés entre eux, qui entraînent un résultat considérable en termes de médailles, de titres pour ces pays efficaces, mais c'est surtout que tout cela est lié, il y a des connexions entre tous ces aspects-là qui font cette réussite. J'espère que cela vous a intéressé autant que moi et que vous avez pris du plaisir à écouter ce podcast. N'hésitez pas à me donner des conseils, à me donner votre avis, parce que c'est un débat qui est très ouvert et très intéressant. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser des notes aussi sur Spotify pour le référencement. Je vous donne rendez-vous pour plein d'autres épisodes de cette série Les Efficaces. On va parler de la gratuité du sport, qui est une question essentielle. On va parler de la réussite des pays scandinaves. On va parler de la France avant les JO 2024. On va sûrement parler de la Grande-Bretagne, qui est un exemple très important après les JO 2012, qui s'est développé énormément. On va pouvoir parler des anciens JO, des futurs JO. Donc je vous donne rendez-vous pour de nombreux épisodes de cette série qui ne fait que commencer. D'ici là, on se reverra pour les épisodes d'actualité et d'autres épisodes hors série. À la prochaine, c'était Elan Odys.